Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 27 ans après le meurtre de Nadège Desnois, une lycéenne de Château-Thierry en 1994, un homme a été arrêté. L'ADN a parlé. Pascal Lafolie est désormais présenté comme le suspect numéro 1. Bonjour. Pendant 27 ans, le dénommé Pascal Lafolie a échappé à la justice. Il est aujourd'hui le suspect numéro 1 dans le meurtre de Nadège Desnois, une lycéenne, 17 ans, massacrée à coups de couteau à Château-Thierry au printemps 1994. Toutes ces années, cette affaire est apparue comme un pur mystère criminel. Il y avait un seul indice, pour le moins intrigant, une rose déposée près du corps de la victime. Sinon, aucun témoin, des empreintes qui ne mènent à rien, des suspects éliminés les uns après les autres, y compris le tueur en série Michel Fourniret, qui connaissait bien la région. Pascal Lafolie vient d'être rattrapé et son visage apparaît. On le présente comme un agresseur sexuel, un violeur, un individu non dépourvu de perversité, au point que son parcours est aujourd'hui étudié de près par la justice. Cet homme cacherait-il d'autres forfaits tout aussi graves? L'enquête va-t-elle réserver d'autres surprises? Question posée à nos invités. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. Mardi 24 mai de 1994, autour de 18h, Jean-Claude Desnois est étonné de ne pas voir sa fille aînée rentrer à la maison à Coulonges-Cohan, dans l'Aisne. Nadège, 17 ans, devrait être revenue du lycée technique Jules Verne de Château-Thierry, où elle est en classe de première. Le bus aurait dû la déposer. Le papa refait le trajet habituel de sa fille jusqu'à Château-Thierry. Personne. 19h30, la disparition est signalée à la gendarmerie. Le lendemain, mercredi 25 mai, un corps est retrouvé par un promeneur dans un sentier de Château-Thierry, non loin du lycée Jules Verne. Nadège Desnois gît en chien de fusil, dans l'herbe, sous les feuillages de ce terrain en friche. Autour d'elle, on met la main sur son cartable en cuir noir, sa ceinture, sa montre, une cordelette en nylon de 80 cm ainsi qu'une rose fraîchement cueillie. L'adolescente porte de nombreuses blessures par arme blanche, une lame fine, étroite, effilée a été utilisée. Des traces sur le cou font penser à une tentative de strangulation. L'autopsie détecte 8 plaies, 5 profondes à la tête et 3 au thorax, dans la région du cœur. La lycéenne n'a pas eu le temps de se défendre. Le légiste ne trouve pas de traces de viol, mais la scène ressemble à s'y méprendre à une attaque à caractère sexuel. Les enquêteurs font le tour des témoins. Le mardi 24 au matin, Nadège Desnois a été vue par d'autres lycéens. 2 filles l'ont croisée vers 10h. Elle était coiffée en queue de cheval et portait un chouchou dans les cheveux. Accessoire retrouvé sur la scène de crime. Vers 12h45, Nadège était chez Colette, le café fréquenté par la jeunesse du coin. Aux alentours de 13h, un lycéen dit l'avoir vu emprunter la rue des Buissons qui conduit au sentier. Nadège n'avait pas cours ce matin-là. À 14h, elle ne s'est pas présentée en salle de classe. Le petit ami de Nadège, Thomas, est entendu. Il est écarté de la liste des suspects, tout comme, au fil des mois qui suivent, des exhibitionnistes, des obsédés sexuels, plusieurs individus connus pour violence, ainsi qu'un témoin fantaisiste. La rose retrouvée près du corps est examinée. Elle provient en fait d'un rosier planté dans un jardin à l'entrée du chemin. C'est là qu'elle a été coupée. Mais par qui ? Lundi 11 mars 1996, 2 ans après la mort de Nadège Desnois, l'émission Témoin numéro 1 est diffusée sur TF1. Un enquêteur estime que le meurtrier connaissait probablement la victime. Les témoignages reçus sont nombreux, mais ils ne donnent rien. Une trace ADN est détectée sur le chouchou que portait la victime, mais l'expertise, pour l'instant, ne livre aucune piste. Et c'est en quelque sorte ce qui s'appelle un dossier vide, parce que des années vont s'écouler, une famille condamnée à rester dans l'incompréhension, dans l'interrogation, espérant qu'une piste aboutisse, et on va voir apparaître dans le paysage des suspects, évidemment, et notamment le fameux tueur en série Michel Fourniret. C'est vrai que Michel Fourniret, on le met un petit peu à toutes les sauces criminelles, et on le retrouve aux 4 coins de la France. On va beaucoup travailler, de toute manière, sur son cas,
avant que l'ADN donne quelques clés. Pour l'heure, il faut revenir à la mort de Nadège Desnois. Bonjour Sophie Neumayer. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste à RTL et vous êtes la chef adjointe du service police-justice de notre radio. Vous connaissez parfaitement ce dossier, vous avez sorti beaucoup d'informations sur cette affaire. Il y a cette attaque de Nadège Desnois. J'ai envie de dire qu'elle est d'une grande intensité. On sent beaucoup de brutalité. Ça a été soudain. Il y a des coups de couteau qui sont donnés. On n'a laissé aucune chance à la victime. Oui, effectivement, c'est ce que relèvent les constatations. Beaucoup de violence, de nombreuses plaies, et pour autant, pas de lésions de défense. Donc, on imagine toute la brutalité. Elle a été prise par surprise, cette pauvre Nadège Desnois. Et voilà, le corps est laissé comme ça, caché sous plus ou moins caché d'ailleurs. Plus ou moins caché, parce qu'elle est retrouvée, mais quand même à l'abri, parce que ce chemin était assez souvent emprunté par des lycéens, et le corps n'est retrouvé que le lendemain. Donc les affaires sont un peu dispersées, il n'y a pas de traces de viol. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça ne soit pas une attaque sexuelle. Oui, tout à fait, pas de lésions sexuelles constatées sur le corps. Pour autant, ça ne veut pas dire que l'attaque n'avait pas pour but une agression sexuelle, voire un viol. Mais les constatations à cette époque-là, en 1994, n'ont pas pu déterminer c'est ça. Le mot. Pour l'instant, on en est là, on a très peu d'indices. Il n'y a pas de témoignages. Non, quelques témoins qui confirment l'avoir vu dans la matinée, l'avoir vu se diriger vers ce fameux chemin. Mais qu'empruntent à peu près tous les lycéens du coin. Voilà, et après c'est la disparition, on ne sait pas ce qui se passe. Voilà, c'est ça, on n'a pas vu grand monde. Pourtant, Château-Thierry, c'est une petite ville, il y a beaucoup il y a du monde qui se déplace dans ce coin, je l'ai dit, il y a des lycéens, il y a un lycée qui est important à côté, mais on ne voit pas grand-chose. Bonjour maître Gérard Chemla. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous également dans le studio de l'heure du crime. Avec nous, vous êtes avocat au barreau de Reims et dans cette affaire, vous êtes l'avocat des frères et des sœurs de Nadège Desnois. Encore une fois, vous connaissez parfaitement ce dossier, vous l'avez vu évoluer. C'est une très longue enquête. Un mot déjà sur la victime, Nadège Desnois. Elle a 17 ans, voilà, elle a toute la vie devant elle et elle n'a pas de problème. Une lycéenne, 17 ans, c'était peut-être pas la meilleure élève du collège, elle avait sa vie, mais c'était pas non plus quelqu'un de marginal. Elle pouvait avoir tendance à faire l'école buissonnière, elle avait un copain, enfin voilà, elle avait une vie de lycéenne normale. Elle vit tout simplement. Maître Chemla, l'enquête, elle reste, on a l'impression en tout cas qu'elle reste dans le périmètre de Château-Thierry parce que on se dit qu'il faut connaître l'endroit, qu'il faut être sans doute du coin, que sans doute peut-être on connaît même la victime. C'est compliqué ces affaires-là parce que soit on va trouver un auteur qui a un lien habituel avec la victime, et à ce moment-là on va enquêter dans l'entourage, et c'est ce qui s'est passé. Soit c'est un agresseur de passage, et sans lien préalable, c'est toujours par hasard qu'on tombe dessus. Souvent à l'occasion d'une autre affaire. Oui, c'est ça. Oui. C'est-à-dire qu'on raccroche les affaires les unes avec les autres. C'est ça. C'est un peu par capillarité, quoi. Et on va s'apercevoir finalement, a posteriori, qu'on est totalement passé à côté parce qu'il y avait d'autres affaires, ou il y a eu d'autres affaires, et on n'a pas percuté sur le parallèle qu'on aurait dû faire à l'époque. Alors ça, c'est important ce que vous dites, maître Chemla. Sophie Neumayer, un mot là-dessus, parce que autre temps, autre mœurs, on est en 1994, et peut-être qu'on n'a pas les réflexes actuels, c'est-à-dire de voir ce qui se passe chez le voisin ou de voir ce qui se passe dans le département à côté. Oui, pourtant, on peut quand même le soulever. Dans cette affaire, il y a quand même eu plusieurs pistes qui ont été fouillées. Alors très vite, on va tout de suite voir dans l'entourage proche, mais le petit copain est tout de suite écarté parce qu'on se rend compte qu'il fait son service militaire et ses supérieurs confirment qu'il y était bien. Vous nous l'avez rappelé, il y a cet exhibitionniste qui a été aperçu dans les parages, et on va même jusqu'à aller chercher quand même Michel Fourniret. Donc on a été chercher chez d'autres affaires emblématiques. Alors Michel Fourniret, ça viendra un peu plus tard. 2004. Mais effectivement, pour l'instant, maître Chemla, vous allez confirmer, ils font le tour, les enquêteurs, des suspects possibles, mais évidents, c'est-à-dire des suspects de proximité. C'est une enquête de voisinage. Obsédés sexuels, etc., des gens connus.
Oui. On regarde les gens du coin qui se sont fait remarquer et on raisonne pas très loin finalement. Hein. C'est l'exhibitionniste du coin, c'est peut-être le petit copain. On va pas aller avoir une vision plus globale que ça des choses. La famille que vous connaissez bien, cette famille, je le rappelle, Maître Chemla, vous êtes l'avocat des frères et des sœurs de Nadège Desnois. Tout de suite, ils vont dire cette histoire, elle nous ronge. On n'arrive pas à trouver, parce que rien n'avance pendant des mois, voire des années, rien ne va avancer. Le mystère, l'incompréhension, ça vous permet toutes les questions et vous n'avez jamais de réponse. Est-ce que c'est un proche ? Si c'est un proche, ça veut dire qu'on connaît l'auteur, mais on ne sait pas que c'est lui. Est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? Mais pourquoi ? Comment ? Et cette espèce de trou noir, de l'absence de réponse à une question aussi douloureuse que celle-ci, qui est la mort d'une jeune fille, c'est quelque chose qui va mobiliser la famille, qui ne tournera qu'autour de ce drame. C'est ça, ils vont se fixer là-dessus et leur vie va être organisée autour de cette mort tragique, évidemment. Dossier promis aux oubliettes jusqu'à ce que l'ADN entre vraiment en piste. Vendredi 9 juillet 2004, 10 ans après le meurtre de Nadège Desnois, les enquêteurs s'intéressent à Michel Fourniret et à Monique Olivier. Le couple aurait pu croiser la route de la victime, qui plus est, dans l'une de ses dépositions. Fourniret fait allusion à un déplacement où il a garé sa camionnette près d'un rosier. S'agirait-il de celui de Château-Thierry ? Il en a coupé quelques-unes. Il indique que c'est sa fleur préférée. Le tueur en série et son épouse sont entendus. Ils admettent connaître la région, mais au moment du meurtre de Nadège Desnois, ils se trouvaient à Namur, en Belgique, alibi confirmé. L'ADN du couple ne correspond pas aux traces retrouvées sur les affaires de la victime. 8 au total, 7 empreintes masculines et 1 féminine. La piste Fourniret-Olivier est abandonnée. Jeudi 24 juin 2021, plus de 25 ans après la mort de Nadège Desnois, le juge d'instruction ordonne 3 nouvelles comparaisons ADN. Une nouvelle trace génétique masculine vient en effet d'être extraite du chouchou que portait la lycéenne. 3 mois plus tard, les experts indiquent avoir trouvé une correspondance avec un certain Pascal Lafolie, bientôt 55 ans. Coup de chance, son empreinte génétique vient tout juste de rentrer dans les fichiers. Il y a seulement un mois, le 16 août, Lafolie a été interpellé pour violence conjugale. Il avait giflé sa compagne au policier de Bar-le-Duc. Elle a simplement déclaré qu'en 5 ans de vie commune, c'était la première fois que Pascal se montrait violent. La femme n'a pas porté plainte, mais par précaution, les agents du commissariat ont décidé d'inscrire Lafolie au FNAEG, le fichier des empreintes génétiques. Lafolie a, en effet, de très lourds antécédents judiciaires. Le 28 juin 1996, 2 ans après le meurtre de Nadège Desnois, il avait été arrêté pour avoir menacé une adolescente de 14 ans avec un couteau. Il l'avait attachée avec une cordelette, puis poussée dans une voiture et lui avait imposé une fellation. Lafolie avait écopé de 5 ans de prison. En 2002, il était à nouveau condamné pour une agression similaire. Cette fois, la victime était âgée de 21 ans. Les policiers enquêtent discrètement sur Pascal Lafolie. Depuis sa dernière condamnation pour le viol de 2002, ce père de 2 filles, né d'une union avec une première compagne, ne semble plus avoir fait parler de lui. Il est employé dans une société spécialisée dans les inventaires d'entreprises. À l'époque du meurtre de Nadège Desnois, il résidait à une 30aine de kilomètres de Château-Thierry, une ville qu'il connaît bien. Il y a vécu pendant des années. Mardi 30 novembre 2021, Pascal Lafolie, allure athlétique, crâne chauve, lunettes, est interpellé près de Rennes. Il est en déplacement professionnel. Il ne semble pas vraiment étonné du débarquement policier. Il ne proteste pas, il ne pose pas de questions. Il est placé en garde à vue. Pascal Lafolie, un suspect enfin interpellé dans l'affaire Nadège Desnois. On est là 27 ans après le meurtre de l'adolescente. Au moment du crime, Pascal Lafolie avait 28 ans. L'ADN a parlé et il accable cet homme qui, pendant toutes ces années, n'était jamais apparu dans le paysage des investigations. On va voir ce qu'il va raconter aux enquêteurs dans la suite de l'émission, parce qu'on attend son récit. On se demande ce qu'il va pouvoir raconter. En tout cas, il a l'air très tranquille, cet homme. Sophie Neumayer, vous êtes avec nous dans l'heure du crime, journaliste, chef adjoint au service police-justice de RTL, et vous suivez ce dossier pour RTL.
Ce qu'on peut dire, c'est que pendant toutes ces années, on est là 27 ans après le crime, c'est énorme, beaucoup, un quart de siècle. Les investigations, elles ont suivi finalement la marche, le pas de l'ADN, de la génétique. De la science, oui, effectivement. Au fur et à mesure, eh bien, des traces ADN ont pu être trouvées sur les scellés. Mais le problème, c'est qu'il faut pouvoir les comparer à quelque chose, ces traces ADN. Ouais. Et donc, il n'y a pas de fichier automatisé, il faut le rappeler à ce moment-là. Pendant des années, il n'y en a pas eu. Pendant des années, en tout cas, toutes les premières années, eh bien, ça ne se fait pas automatiquement. Donc, bon, on va rentrer ces traces ADN dans le fichier. Et effectivement, il faut attendre 27 ans pour que tout d'un coup... Alors, on est d'accord, il faut attendre 27 ans, mais avant ça, il faut quand même saluer le travail de la justice, qui a continué à faire des expertises, à se pencher sur les traces et sur les scellés qui, miraculeusement, c'est pas toujours le cas, ont été préservés. Oui, effectivement, ça a permis même de continuer les investigations. On va aller comme ça chercher. On a compris qu'un des ADN masculins correspondait à un jeune qui se trouvait en 5e à l'époque des faits. Voilà, ça a permis d'écarter cette hypothèse. Parce qu'il y a plusieurs traces dessus. Il y a plusieurs traces, oui. 7 empreintes masculines et une empreinte féminine, pour lesquelles on n'a pas de réponse encore. Et il y a 7 traces sur le chouchou de Nadège Desnois qui correspond à l'ADN de Pascal Lafolie. De Pascal Lafolie. Maître Gérard Chemla, vous êtes avec nous dans cette heure du crime, avocat au barreau de Reims, avocat des frères et des sœurs de Nadège Desnois. Alors, j'ai envie de dire, c'est un vrai coup de chance quand même, parce que l'ADN de Pascal Lafolie, il était nulle part jusqu'à présent. Il avait été condamné, mais à l'époque, on n'avait pas prélevé son ADN, vous allez nous dire pourquoi. Mais là, il vient d'être versé au dossier, il y a un mois. C'est un double coup de chance. Déjà, le premier coup de chance, c'est que la justice n'a pas classé le dossier. Normalement, quand les dossiers traînent comme ça, on finit par faire un non-lieu, auteur inconnu, et puis il n'y a pas de suite. Et donc, premier coup de chance, c'est qu'on n'ait pas laissé prescrire le dossier, qu'on continue à faire des actes. Bravo d'ailleurs. Parce que... Et le deuxième, c'est cette expertise ADN qui va mettre presque 7 ans à se faire. C'est-à-dire que on a un devis qui est un devis trop cher, et pendant 7 ans, le juge hésite à faire l'analyse ADN. La dernière, celle qui est importante, puisqu'elle va permettre de trouver, non pas à l'extérieur, mais à l'intérieur du chouchou. Et c'est important parce que ça évite les traces de contact de hasard. Vous savez, vous asseyez à un endroit où quelqu'un s'est déjà assis et vous récupérez quelque chose. Là, c'est à l'intérieur, et c'est là où on trouve cet ADN qui va matcher avec celui de Pascal Lafolie, qui a été recueilli un mois avant. Ça veut dire que je peux difficilement reprocher les 7 ans de perdus, parce que ça n'aurait servi à rien, en fait. C'est presque 7 ans de gagné, j'ai envie de dire, parce que si on avait fait cette expertise avant, peut-être on ne l'aurait pas refaite. Alors, on l'aurait mise dans le fichier, j'espère. Oui. Ça veut dire que, juste, c'est un peu technique, mais que l'ADN est à l'intérieur du chouchou, donc c'est quelqu'un qui a saisi cet objet dans la chevelure de la jeune femme. Ça veut dire qu'il y a nécessairement un contact direct. C'est ça. Et donc ça, c'est très important. Ça peut pas être un ADN récupéré par hasard. Oui, c'est ça. C'est pas un ADN de contact, contagion ou de contact, comme on dit. Sophie Neumayer, c'est pas n'importe qui, Pascal Lafolie. Il a un vrai parcours judiciaire et important. C'est un criminel sexuel, tout simplement. Ah oui, effectivement. C'est pour ça que dès que les enquêteurs voient le nom de Pascal Lafolie apparaître, ils se disent ça colle a priori, puisque il a été condamné, vous l'avez dit, à 2 reprises. La première affaire donc remonte à 1996, c'est 2 ans après donc le meurtre de Nadège Desnois, et voilà, il s'en prend à une adolescente de 14 ans, et à chaque fois on retrouve le même mode opératoire, puisque c'est une adolescente qui marchait sur un petit chemin et qui se fait agresser. Alors là, pour le coup, donc elle est agressée sexuellement, et il va être condamné pour ce fait parce qu'elle a réussi à prévenir les gendarmes tout de suite. Il la laisse en vie, puis elle parvient à donner des détails qui font que les gendarmes arrivent à le retrouver très vite après les faits. Et donc, il est condamné. Et 4 ans plus tard, il récidive. Cette fois, la jeune fille est un peu plus âgée, elle a 20 ans. Pareil, le même mode opératoire, il s'en prend à elle. Alors, il y a toujours un couteau, une cordelette. Et donc, il demande un acte sexuel. Voilà, et là aussi, elle parvient à le faire rattraper par les forces de l'ordre, par la police. Effectivement, elle arrive à se défendre de manière très, très courageuse. Et donc, il se fait rattraper. Il est condamné pour viol, donc en 2002. Condamné
une peine de 12 ans de réclusion et effectivement, Oui. il va purger sa peine. Et à ce moment-là, malheureusement, 2002, c'est vrai qu'on se dit, bon, ça aurait été sympa que les enquêteurs puissent prendre son ADN et le mettre dans le fichier, mais c'était encore les balbutiements de... Oui. C'est pas systématique, je pense. Ce qui est terrible, c'est que ça se passe dans le même coin. On est à 20 km près, au même endroit. Et que... Vous parlez du dernier viol, c'est ça ? Les trois affaires. Et on ne va pas percuter parce que tout fonctionne à l'époque sur la mémoire d'un enquêteur. Si vous n'avez pas le même enquêteur qui se trouve saisi du deuxième fait, eh bien, il ne va pas percuter sur le rapprochement avec le premier fait. Et c'est cette absence de rapprochement qui fait qu'on perd 20 ans. Le suspect a la mémoire qui flanche, mais il va s'expliquer. « 14 ans qu'on attend, des questions sans réponse ou des réponses floues. Nous, la seule chose qu'on demande, c'est que justice soit faite, justice lui soit rendue, afin qu'on puisse garder cette foi en la justice française. » Mardi 30 novembre 2021, Pascal Lafolie, 55 ans, est en garde à vue. On l'informe que son ADN figure sur la scène de crime de la lycéenne Nadège Desnois. Le suspect ne cherche pas à entretenir le suspense, il reconnaît aussitôt les faits. Il déclare d'emblée « Je ne pensais pas que ça finirait en meurtre pour une fellation, j'ai des regrets. C'est un peu vague parce que ça fait des années et j'ai du mal à me rappeler, mais je vois l'endroit où cela s'est passé, je le vois très bien, indique-t-il. » Lafolie assure que le crime n'était pas prémédité. Il était ce jour-là à Château-Thierry pour voir la fille de sa compagne de l'époque. Il était rue de Champagne quand il a aperçu Nadège Desnois. Il a eu une pulsion. Il ne sait plus comment il a tué l'adolescente. Il déclare avoir effacé son visage de sa mémoire. Pour le reste, il ne se souvient pas. Il ne peut pas donner de détails. Après 48 heures de garde à vue, Lafolie réitère ses aveux devant le juge de Soissons. Il est mis en examen pour meurtre. Le domicile de Pascal Lafolie à Bar-le-Duc, où il vit avec sa dernière compagne, est perquisitionné. Dans son ordinateur, les experts trouvent des fichiers de nature pédopornographique et sexuelle. 2 vidéos qu'il aurait clandestinement tournées à l'insu d'une femme et d'une jeune fille montrent les victimes en train de se doucher et de se déshabiller. Et voilà donc pour ce suspect qui parle, Pascal Lafolie. On n'en a pas fini avec ses déclarations, même si ses premiers aveux, Maître Gérard Chemla, vous êtes avocat au barreau de Reims, vous êtes avocat des frères et des sœurs de Nadège Desnois, même si ses premiers aveux, ils sont clairs, ils sont directs, ils sont bien carrés même, j'ai envie de dire. Et surtout, ils ne peuvent pas être suggérés, parce que il ne se souvient pas très précisément de ce qui s'est passé, et moi j'ai une explication sur la faiblesse du souvenir. Par contre, il se souvient précisément de l'endroit où ça s'est passé. Et il s'en souvient tellement précisément qu'il va faire un croquis pour montrer où ça s'est déroulé, et qu'il va conduire les gendarmes sur place, et il ne se trompe pas. Il le fait devant les gendarmes, il le fait ensuite en présence de son avocat devant le juge d'instruction, et même le jour de la reconstitution, c'est lui qui guide le juge jusqu'à l'endroit du crime. Donc ça, si vous voulez, c'est pas les gendarmes qui lui ont soufflé. Ça veut dire qu'il est nécessairement allé sur place et il sait très bien que c'est là qu'elle est morte. Il dit, dans ses premiers aveux de manière assez claire, qu'il l'a tuée, il ne se souvient plus. Et moi, mon interprétation, c'est qu'il ne se souvient plus parce qu'il y en a d'autres. Alors ça, on va y revenir là-dessus, parce que c'est effectivement une piste intéressante. Et il ne se souvient pas aussi du visage, mais ça arrive. Il est peut-être complètement brouillé, ce visage de cette victime. Parce que ce n'est pas le visage qui m'intéresse. Ouais. Vous savez, dans ce genre, vous avez quand même un criminel qui est réitérant. Il va recommencer 2 ans après, on en est sûr, puisqu'il est condamné pour ça. Il va recommencer quelques années ensuite à la sortie de prison. Donc c'est quelqu'un qui accumule les victimes. Et dans ces cas-là, les victimes, elles ne sont pas individualisées. Elles n'ont pas d'identité. Bien sûr. Alors je voudrais qu'on écoute Maître Justine Devred. Bonjour Maître Justine Devred. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous dans l'heure du crime. Vous êtes avocate au barreau de Senlis, vous êtes l'avocate de Pascal Lafolie, vous êtes d'ailleurs ancienne bâtonnière aussi du barreau de Senlis. Maître Devred, alors dites-nous, vous, quelle est la version des faits de Pascal Lafolie ? Mon client, je le rencontre dès la garde à vue, 30 ans après. Mon client ne se rappelle pas des faits.
Il ne se rappelle pas ni pour les avoir entendus dans la presse, ni pour être impliqué de près ou de loin. Il est sous le choc de cette interpellation et de ce qu'on lui reproche. Alors il est sous le choc, Maître Devred, mais il fait quand même des aveux. Quand je le rencontre, il a été transporté pendant plusieurs heures dans une voiture entouré d'enquêteurs avant d'être placé en garde à vue. Et on va lui parler, lui expliquer ce qui s'est passé et tenter d'obtenir de sa part des aveux. Vous sous-entendez là, Maître, que ces aveux ont été extorqués ou bien je vais un peu loin ? Vous allez un peu loin en disant ça, parce que ce que je veux dire, c'est que mon client, qui est en effet âgé de 58 ans, qui a des problèmes de mémoire, qui est fatigué, je vais surtout dire qu'il a été mis dans de mauvaises dispositions pour rassembler ses esprits. Il a surtout été très choqué justement par le fait qu'on lui parle, qu'on le bouscule, qu'on lui répète les mêmes questions de façon insistante et le fait qu'on le mette en effet dans des dispositions d'esprit très inconfortables. Quand je le vois, il est complètement perdu. Il me dit « mais je ne sais pas ce que je dois dire ». Je dis « mais monsieur, c'est pas ce que vous devez dire, vous allez dire ce que vous avez à dire ». Alors j'entends bien, Maître, mais quand même, il a détaillé le lieu où ça s'est passé, toute cette affaire. Ah non, il ne fait pas d'aveu circonstancié. Bon. Il va dire précisément qu'il ne sait pas. À plusieurs reprises, il va répondre et répéter « je ne sais pas, je ne sais plus ». Vous me parlez d'un lieu que je connais, une commune que je connais, un parc que je connais. J'ai une image de ce parc. Depuis ce matin, dans cette voiture, on m'en parle. Donc, je vois ce parc, mais je ne reconnais pas avoir commis quoi que ce soit. Bon, alors, ok, j'entends bien vos déclarations, Maître Devred. Évidemment, elles ne sont pas les mêmes tout à fait que celles de Maître Gérard Chemla, qui est également l'un de nos invités dans cette émission. Mais bon, on ne va pas faire un débat. Sophie Neumayer, vous êtes journaliste et chef adjointe au service police-justice de RTL. Il y a une certitude, c'est que cet homme, il est animé par de la violence. Il y a une citation d'une ancienne compagne qui dit « quand il a une relation sexuelle, il devient enragé ». Je lis ces déclarations. Oui, effectivement, il y a ces ex-compagnes qui parle de sa violence. Alors, violence sexuelle, en effet, il y en a une, effectivement, qui explique qu'elle a eu une relation sexuelle forcée, enfin, au moins une. Elle a ses belles-filles qui disent qu'il n'a pas eu de gestes déplacés envers elle, mais il pouvait être violent verbalement et physiquement. Et puis, on va découvrir un peu la famille. Il y a la sœur de Pascal Lafolie qui explique, effectivement, elle parle de violence, elle parle d'un comportement malsain parce qu'elle l'a hébergé à sa sortie de prison. Et il s'est mal comporté avec l'une de ses filles, donc une nièce de Pascal Lafolie. Et elle raconte des histoires de famille horribles. Et effectivement, on va rentrer dans le cœur de cette famille. Pascal Lafolie, il le dit, lui, il n'était pas seul lors du meurtre. Mardi 10 mai 2022, Pascal Lafolie est à nouveau interrogé par le juge d'instruction. Il revient sur ses déclarations. Il ne se reconnaît plus dans le rôle du meurtrier de Nadège Desnois, même s'il ne peut toujours pas expliquer la présence de son ADN sur le chouchou de la victime. Il raconte que quand la lycéenne a été tuée, il se trouvait à Château-Thierry, mais accompagné de son frère, Franck. Il n'a pas vu la scène, mais il assure que ce jour-là, Franck lui a dit avoir agressé sexuellement une femme. Il fait depuis ce cauchemar où il voit Franck menacer quelqu'un dans un chemin. Franck Lafolie ne peut plus témoigner. Il est décédé il y a quelques mois. Ses proches le décrivent comme un individu certes violent, mais qui ne voyait pas Pascal à l'époque des faits. Ils étaient fâchés. Pascal Lafolie maintient sa version. Il reconnaît désormais qu'il était bien avec son frère dans le chemin, mais comme simple témoin. Franck a pris la fille par le bras gauche, il a sorti un couteau. Je me suis interposé pour la défendre, mais mon frère m'a donné un coup de tête. Je me suis évanoui. Après, je ne me souviens de rien, dit-il. Mardi 21 mai 2024, le corps de Franck Lafolie est exhumé. Sa trace ADN ne correspond pas à celle retrouvée sur la scène de crime de Nadège Desnois. L'un des avocats de la partie civile, maître Arnaud Miel, s'insurge contre le comportement du suspect. Il dénonce un homme qui a fait déterrer son frère pour essayer de semer le doute. C'est odieux, dit-il. Maître Justine Devred, avocate de Pascal Lafolie, s'interroge, elle, sur le fait qu'on ne retrouve qu'une infime trace de l'ADN de son client et encore sur le seul chouchou de la victime.
Et dans cette heure du crime, on retrouve nos invités. Maître Gérard Chemla, avocat des sœurs et des frères de Nadège Desnois. Vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime. C'est très simple la question, et je vous la poserai peut-être à tout le monde. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette version ? Il revient sur ses aveux, c'est pas le premier suspect qui revient sur des aveux, mais là, c'est pas du tout la même chose. Oui, franchement, c'est assez infantile comme système de défense. C'est-à-dire qu'il lui faut 6 mois d'incarcération pour expliquer que, d'accord, il était sur les lieux, d'accord, il a croisé Nadège Desnois, mais c'est pas lui qui tient le couteau. Et non seulement il n'est pas l'auteur, mais il est le défenseur. C'est lui la victime, puisqu'il se fait même assommer par son frère. C'est un truc qui ne résiste à rien, puisqu'il était fâché avec son frère. À l'époque, il n'avait aucun lien, et surtout, on va bien retrouver ce garçon 2 ans plus tard, arrêter une jeune fille sur le bord d'une route avec dans la main un couteau et une cordelette. C'était pas son frère ce jour-là. Et 5 ans plus tard, recommencer de la même façon. Donc si vous voulez, l'idée de dire « Ah non, mais le couteau, ça peut pas être moi, c'est mon frère », ça ne repose... ça ne résiste à rien. Selon vous, on en a parlé tout à l'heure avec Sophie Neumayer, mais le mode opératoire, c'est une des clés de ce dossier, parce que les 2 viols et puis celui dont on l'accuse, c'est pas un viol mais le meurtre, le mode opératoire serait le même, c'est ça ? Écoutez, on a 2 options. Soit on pense que ce gars-là, il a dans sa voiture un couteau, une corde, soit on pense qu'il part en chasse parce qu'il a envie de récupérer une gamine et d'avoir une relation sexuelle assez particulière, puisqu'il ne s'agit que de fellation avec une jeune femme qu'il va récupérer sur le bord d'une route, le but étant de la forcer à cette fellation, et c'est précisément ce qui se passe à chaque fois. Et quand elle ne se laisse pas faire, et c'est manifestement le cas de Nadège Desnois, ça se termine mal. Donc, tout le monde n'a pas dans la main un couteau et une cordelette. Maître Justine Devred, on vous retrouve dans cette heure du crime. Vous êtes l'avocate de Pascal Lafolie, avocate à Senlis. Je vous pose la même question. Qu'est-ce qu'il faut penser de cette version où il dit qu'il est accompagné de son frère, cet homme ? Franck Lafolie a un parcours criminel assez fourni. Il était toujours dans les mauvais coups. Et particulièrement quand mon client s'est retrouvé dans son enfance parfois dans des situations un peu particulières. Il y avait toujours Franck qui était pas loin et généralement c'était le moteur. C'est le grand frère. Il est extrêmement violent. Il est très influent sur mon client et aujourd'hui, en effet, mon client se pose de sérieuses questions quant à sa présence sur les lieux du crime de Nadège Desnois. Alors, il se pose des questions, effectivement, il le dit au juge, j'étais pas seul, puis c'est peut-être mon frère qui a tout fait. Sophie Neumayer, il y a des témoins qui vont dire, vous êtes journaliste à RTL et vous êtes la chef adjointe du service police-justice de RTL, il y a des témoins qui vont dire que c'est un manipulateur, ce Pascal Lafolie. Il sait comme ça s'adapter aux propos des uns et des autres. Oui, effectivement, c'est ce que disent plusieurs personnes de son entourage. C'est ce que disent certaines de ses ex-compagnes, ses filles aussi, qui ne veulent plus du tout entendre parler de lui. Effectivement, il peut avoir ce côté manipulateur. C'est ce qu'en disent aussi certains des policiers qui l'ont interrogé, qui dit apparemment lors de ses premiers aveux, après il s'est rétracté, mais on lui demande si possiblement il peut commettre d'autres crimes et il dit je m'en souviens pas, mais je ne pense pas que j'ai pu faire d'autres choses, mais j'ai l'habitude de mentir. Donc lui-même il le dit lui-même. Oui. Ah oui, donc effectivement c'est étonnant. Ça montre une personnalité un peu particulière. Donc, un peu particulière. Juste un petit mot avec vous encore, maître Justine Devred, parce que vous avez dit beaucoup que l'ADN, il y avait juste une toute petite trace dans ce dossier. Ça, c'est quelque chose qui revient dans vos propos. Justement, alors, selon vous, qu'est-ce qu'il y a comme trace ADN de votre client dans le dossier ? Le seul ADN de mon client qui est retrouvé, c'est sur une petite tache de sang sur le chouchou de Nadège Desnois. Je vous laisse tirer vos propres conclusions. C'est plutôt les juges, les magistrats, les enquêteurs qui vont les tirer, ces conclusions. Des dénégations, mais un procès en vue.
Mardi 26 novembre 2024, le juge d'instruction d'Amiens, Jean-Baptiste Biagioni, ordonne le renvoi de Pascal Lafolie devant la cour d'assises de l'Aisne. S'il est jugé, le suspect, âgé de 58 ans, encourt la perpétuité. Le beau-frère du suspect se confie dans Aujourd'hui en France. Je vois le visage de cette pauvre gamine pleine de vie. Je ne sais pas ce que je pourrais dire à sa famille, à part que j'ai de la haine envers lui. Depuis janvier 2023, le parcours criminel de Pascal Lafolie est disséqué au pôle judiciaire des Cold Cases à Nanterre. Vérification toujours en cours pour savoir si cet homme ne serait pas impliqué dans d'autres crimes non résolus. Pascal Lafolie nous intéresse parce qu'on a des affaires dans la région où il a agi, dans la région où il vivait, qui sont non résolues aujourd'hui et qui pourraient être intéressantes, qui sont aussi de cette époque-là, où on pourrait retrouver son mode opératoire. La voix de maître Corinne Herman, et c'était dans votre podcast, Sophie Neumayer, sur la piste des criminels en série, consacrée à Pascal Lafolie, et diffusée en août 2024 sur RTL. Sophie Neumayer, vous êtes chef adjointe au service police-justice de RTL. Où est-ce qu'on en est dans la procédure aujourd'hui ? On s'achemine vers un procès, c'est ça ? Ah bah oui, le juge d'instruction a rendu son ordonnance de renvoi et donc on attend maintenant la date du procès. Mais donc Pascal Lafolie est renvoyé seul. Les juges d'instruction ne croient pas, en tout cas à la piste du frère Franck. Et donc c'est Pascal Lafolie qui va être jugé et on attend les dates. C'est ça, donc on attend les dates, alors on verra s'il y a un procès, tout peut arriver d'ici là. Alors un mot, Sophie Neumayer, parce que vous avez beaucoup travaillé là-dessus, et vous avez sorti beaucoup d'informations sur RTL là-dessus. Le pôle judiciaire des Cold Cases, il s'intéresse à Pascal Lafolie. Oui, ils sont en train de... On le disait tout à l'heure, maître Gérard Chemley, il y a peut-être... On ne sait pas, mais on cherche à savoir s'il n'aurait pas commis d'autres crimes ou d'autres délits de type sexuel. Oui, effectivement, le pôle Cold Case est en train d'étudier son parcours criminel, c'est comme ça qu'on l'appelle, parce qu'effectivement, on voit les dates, donc 94, le meurtre de Nadège Desnois, pour lequel il va être jugé, il n'est pas encore condamné, mais il est condamné par contre 2 ans après, donc 96, pour un viol, une agression sexuelle sur une adolescente de 14 ans, 2000, le viol sur une jeune femme de 20 ans, on voit que c'est un récidiviste, ça pour le coup, il a été condamné pour viol en récidive. Et donc, pourquoi se serait-il arrêté ? Enfin, c'est la question que se posent les enquêteurs. Il est possible qu'il se soit arrêté, mais il est possible qu'il ait continué également à commettre d'autres faits. Alors, du coup, ils sont en train d'étudier. Alors, il y a ce mode opératoire qui ressort de ces 3 affaires, donc le couteau, la cordelette, une jeune fille sur un chemin un peu, un peu isolé, etc. Voilà, son secteur de chasse qui est assez restreint. En général, c'est et des jeunes femmes, Et des jeunes femmes. Et donc, voilà, la police et les juges d'instruction sont en train de regarder dans le secteur de la Seine-et-Marne. Je sais qu'ils ont déjà regardé autour de Bar-le-Duc, puisqu'après, il avait déménagé donc à Bar-le-Duc et il a travaillé à Rennes. Donc, ils ont regardé pour le moment ce secteur. Il semble qu'il n'y ait pas forcément de dossier sur ce secteur-là, mais ils sont en train de regarder en Seine-et-Marne parce qu'il y a eu malheureusement des cas de meurtres qui n'ont pas été résolus. Et donc, avec une arme fatale, j'ai envie de dire, c'est l'ADN. Parce que là, effectivement, on a l'ADN de ce personnage désormais. Tout à fait. Alors, pour le moment, l'ADN n'a pas matché dans d'autres affaires, mais je sais qu'il a été interrogé dans une autre affaire qui a eu lieu en Seine-et-Marne pour laquelle il n'y a pas d'ADN, mais du coup, il a dit, en tout cas, il a expliqué que ça n'était pas lui. C'est son frère. Et ça, c'est autre chose. Et son frère est décédé. Maître Justine Devrette, vous êtes avec nous dans cette heure du crime. Vous êtes l'avocate de Pascal Lafolie, avocate au barreau de Senlis. Alors, on voit bien que votre client, je n'ai pas dit, il n'est pas cerné, c'est pas ce que je veux dire, mais enfin, il fait l'objet de beaucoup d'attention de la part de la justice. Et bien justement, dans quel état d'esprit il est aujourd'hui, Pascal Lafolie ? Mon client, comme depuis le début de l'instruction, est abattu. C'est un homme qui a plus de 60 ans et qui a une santé assez fragile. Il attend son procès, il l'attend avec impatience pour pouvoir dire sa vérité. Alors effectivement, il aura tout le loisir de s'exprimer à ce moment-là. On sait que désormais, il est revenu sur ses propos, que tout ça est un petit peu flou. Et ce procès, il va permettre sans doute de trancher et de dire la vérité. Et Maître Gérard Chemley, vous êtes avec nous dans le studio de l'heure du crime, avocat au barreau de Reims, avocat des frères et des sœurs de Nadège Desnois. Je voudrais que vous parliez un peu de la famille, parce que on a retrouvé cet homme, ce suspect, puisqu'il n'a pas été condamné pour l'instant pour cette affaire. 27 ans après, c'est une très longue attente. Dans quel état d'esprit est la famille aujourd'hui ? On est 30 ans après, c'est-à-dire que les jeunes gens sont devenus âgés.
Et il y a une soif de justice, un besoin de vérité, et puis un besoin de confrontation. On n'est pas dans la... J'ai pas vu des gens haineux, j'ai pas vu des gens qui souhaitent des vengeances. Ils aimeraient bien des excuses et des aveux. Mais la justice n'a pas nécessairement besoin d'aveux ou d'excuses. Il faut avancer, il faut que le procès ait lieu. Je n'ai pas de doute sur le fait qu'il sera condamné. En tout cas, moi, j'y vais assez serein. Et ce serait une très bonne chose. L'important n'est pas nécessairement la peine. L'important, c'est que les choses soient dites et qu'on puisse clôturer cette histoire douloureuse. Pour la famille, ça sera de toute manière un soulagement. Écoutez, c'est le seul soulagement qui peut leur rester. Qu'est-ce que vous voulez qu'ils aient d'autre ? C'est ça. Donc, ils attendent ça parce que ils attendent. Ça permet finalement de fermer la porte. Ils ont besoin d'une réponse à cette question qui a été ouverte il y a 30 ans par un drame qui a rongé tout le monde, et il faut en sortir. Merci infiniment, maître Gérard Chemla, maître Justine Devred et Sophie Neumayer d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission, rédactrice en chef Justine Vigneault, préparation Marie Bossard, Lisa Canales, réalisation en direct Nicolas Godet. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime. 14h30, 15h30, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. Le téléphone a sonné, j'ai décroché, c'était le petit ami de Kim. Il était très inquiet. Il nous a dit que Kim avait disparu dans un sous-marin à Copenhague. Nous avons tout de suite paniqué, parce que personne ne disparaît d'un sous-marin. Bonjour. Peter Madsen rêvait de conquête de l'espace et de fusées, de plonger dans les abysses et de sous-marins, mais l'ingénieur le plus extravagant du Danemark était aussi habité par d'autres pensées, beaucoup plus noires. Les rêves en eau trouble d'un sadique sexuel. À l'été 2017, il va ainsi embarquer une journaliste, Kim Wall, dans le dernier submersible de sa fabrication, le Nautilus. La jeune femme ne va plus jamais remonter vivante à la surface. La police de Copenhague va s'arrêter sur ce Peter Madsen, inventeur décrit comme un petit génie, fantasque avec les femmes, mais qui serait incapable de leur faire du mal. L'enquête va pourtant révéler une toute autre personnalité, celle d'un menteur professionnel qui brouille les pistes. Un personnage sûr de lui, dépourvu de toute empathie, heureux de garder pour lui les secrets de ce tragique voyage. Que s'est-il réellement passé à bord du petit sous-marin ? Quelle obsession fatale rongeait depuis des mois le capitaine ? Pourquoi tous les mystères n'ont pas été levés ? Question posée aujourd'hui à nos invités. 14h30, 15h30. L'heure du crime sur RTL. Dans l'heure du crime aujourd'hui, nous revenons sur l'histoire qui a fait trembler d'effroi le Danemark à l'été 2017. L'affaire Peter Madsen, cet ingénieur surdoué, célèbre pour ses fusées et ses submersibles, va être soupçonné d'un meurtre à bord même de son tout dernier sous-marin. Vendredi 11 août 2017, 1h45 du matin, la police de Copenhague est alertée de la disparition d'une jeune femme, une journaliste suédoise. L'homme qui est au bout du fil est son compagnon Ole Staube, un jeune designer. Ce qu'il raconte semble rocambolesque. Il explique que sa petite amie Kim Wall, 30 ans, a reçu la veille en fin d'après-midi un coup de fil. Le couple était sur les quais en train de préparer leur fête de départ du Danemark. Tous deux vont s'installer à l'étranger. L'appel provenait de l'ingénieur Peter Madsen, un créateur de fusées et de sous-marins à la réputation lunatique, pas toujours facile à approcher. Kim cherchait à l'interviewer depuis des mois. Madsen lui a proposé de prendre le thé dans son atelier tout proche. Elle y est allée, puis est revenue en déclarant que Madsen était OK pour l'interview, à condition que ce soit à bord de son dernier sous-marin, le Nautilus. Kim a promis qu'elle serait de retour pour la fête. Vers 19h, elle a envoyé une photo du submersible, le Nautilus UC3, puis une autre où elle est aux commandes. Depuis, le petit ami n'a plus aucune nouvelle. Kim n'est pas réapparu. La police alerte la marine danoise. Aux alentours de 4h du matin, les secours maritimes sont sur le qui-vive aux premières lueurs du jour. 2 hélicoptères et des bateaux patrouillent au large de Copenhague.
Vendredi 11 août, 10h30, un plaisancier qui participe aux recherches indique avoir aperçu le Nautilus en difficulté aux abords du phare de la baie de Køge au sud-ouest de Copenhague, près d'une côte désolée. Il a vu le pilote émerger du bâtiment qui était en train de sombrer. Madsen a pu nager jusqu'à un canot moteur venu à sa rencontre. Il est sain et sauf. 1 heure plus tard, l'ingénieur pose le pied sur la terre ferme dans le petit port de Dragør. La nouvelle du naufrage s'est répandue. Plusieurs journalistes sont sur le quai. Peter Madsen, épaisse tignasse blonde, veste de camouflage kaki, grosses chaussures noires et souriant. Il lève le pouce pour signifier que tout s'est bien passé. « Je vais très bien », confie-t-il à un reporter. Il est juste triste que le Nautilus ait sombré. Un défaut dans une citerne du ballast, précise-t-il. Le petit ami de Kim Wall est dans la foule, mais on le laisse sans nouvelles. La police interroge Peter Madsen à l'abri des curieux. Il parle d'une avarie. À propos de la journaliste embarquée pour cette promenade, il assure qu'elle n'était pas avec lui lors du naufrage. « Je l'ai déposée au bout de l'île. Elle allait très bien », affirme-t-il. À aucun moment, l'ingénieur cherche à avoir de ses nouvelles. La police doute. Peter Madsen est rapidement placé en état d'arrestation, soupçonné d'homicide par négligence. Samedi 12 août, Peter Madsen, 46 ans, est présenté au tribunal. Audience à huis clos. Une foule de journalistes reste aux portes du tribunal car Madsen est une personnalité très connue au Danemark. Excentrique et génial pour les uns, tyrannique et même violent pour d'autres. Il a construit sa première fusée à l'âge de 7 ans et il est depuis surnommé Rocketman. Bien avant Elon Musk, il a imaginé un programme de voyage privé dans l'espace. Il était associé avec un ingénieur de la NASA avec qui il a rompu. Il a aussi construit 3 sous-marins, puis s'est fâché après la mise à l'eau du Nautilus. Il n'y aura jamais de sérénité sur le Nautilus tant que j'existerai, a-t-il menacé ses associés en claquant la porte. Au tribunal, Madsen revient sur sa version concernant Kim Wall. Désormais, il admet qu'elle a été victime d'un accident. La trappe de la tourelle lui est tombée sur le crâne. Elle était au sol, inconsciente. J'ai essayé de la ranimer, j'ai paniqué, dit-il. J'ai tiré le corps avec une corde et je l'ai jeté à la mer. Et voilà donc en quelques heures les 2 scénarios servis par Peter Madsen. Est-ce qu'on peut le croire? Difficile à dire car effectivement le corps de la jeune journaliste est pour le moment introuvable. Histoire loin d'être finie et qui d'ailleurs va basculer tout simplement dans un film d'horreur. On va voir ça dans la suite de l'heure du crime. Alors on est là au mois d'août 2017. Le Danemark, c'est pas un très grand pays et tout de suite la nouvelle de la disparition du Nautilus va se répandre. Bonjour Camille Bavollert. Bonjour. Merci infiniment d'être au téléphone de l'heure du crime. Vous êtes journaliste pour l'agence France Presse, l'AFP à Copenhague. À l'époque, vous étiez en poste en Suède et c'était au moment des faits. Et évidemment, dans ces pays qui sont très proches, on va beaucoup parler de cette histoire et vous avez suivi effectivement cette histoire de Peter Madsen. Alors tout de suite, Camille Bavollert, ça fait beaucoup de bruit parce que la nouvelle se répand de la disparition du Nautilus, mais aussi de la disparition de la jeune journaliste. Oui, alors tout a commencé par une première alerte de la police danoise qui a dit qu'un sous-marin artisanal avait disparu dans le Sund, ce qui est le détroit entre le Danemark et la Suède, et que donc elle demandait l'aide des marines danoises et suédoises pour retrouver ce fameux sous-marin. Et quelques heures plus tard, on explique que le sous-marin a été retrouvé et son propriétaire, mais qu'il y avait une passagère à bord et que cette passagère semble avoir disparu. Et ce qui est étonnant, Camille Bavollert, c'est que tout de suite, la police danoise, elle a des doutes sur Peter Madsen. Tout de suite, il est quasiment arrêté et inculpé, très vite. Oui, les doutes sont quasiment immédiats. Alors tout d'abord, il y a une sorte de réjouissance dans la presse ou même dans la police en disant « Oh, on l'a sauvé, on a sauvé le sous-marin ». On ne parle pas immédiatement de Kim Wall. Oui. C'est un tout petit quelques heures plus tard où on se rend compte qu'il manque quelqu'un et les déclarations de Peter Madsen ne semblent pas très très cohérentes aux enquêteurs qui ont été mobilisés dès l'annonce de la disparition. Dès l'annonce de la disparition. Et Camille Bavollert, il faut bien dire les choses comme elles sont. La toute première version, lui, il dit non, attendez, moi, Kim, je l'ai laissé sur le rivage, etc. Il est très, ce que je veux dire par là, c'est qu'il est très étonnant. Il lève le pouce, tout va bien, je suis sain et sauf, ça s'est bien passé. C'est quand même incroyable.
Oui, tout de suite, en fait, c'est comme s'il balayait l'affaire d'un revers de la manche. Il ne parle que de lui. Il explique simplement, oui, non, mais elle a été là un moment, mais je me souviens plus très. Oui, non, elle est partie, tout allait bien. Il essaye vraiment d'éviter le sujet très très rapidement. Oui, c'est ça. Donc il élude le sujet, mais d'ailleurs c'est ça aussi qui intrigue les enquêteurs, parce qu'ils se disent pourquoi est-ce qu'il ne parle pas que de lui, qu'il ne parle que de lui, pourquoi il n'évoque pas cette femme disparue qui était à bord, sa passagère. Bonjour Thor Keller. Bonjour. Merci infiniment d'être vous dans le studio de l'heure du crime. Vous êtes journaliste danois et vous êtes correspondant à Paris pour le journal danois Information. Et cette affaire, évidemment, vous la connaissez, vous êtes journaliste danois, donc c'est une affaire qui a fait énormément de bruit au Danemark. Vous avez dû lire des dizaines d'articles sur le sujet. Alors, avec vous, un mot sur la trajectoire de Peter Madsen. Il a 46 ans, c'est un inventeur, on l'a dit, même inventeur de génie, comme on le présente. Il est célèbre au Danemark. Oui, je me souviens à l'époque, moi je travaillais pour les radios publiques danoises. Et Madsen, c'était quelqu'un qu'on invitait chaque fois qu'il y avait une nouvelle mission NASA pour aller en Mars, ou chaque fois qu'il y avait quelque chose sur la technologie, notamment le sous-marin. Donc à l'époque, c'était quelqu'un qui était volontaire pour aller au studio à 6 heures le matin pour parler sur ces sujets-là. Il était dans les radios, mais aussi il figurait dans les épisodes de la télévision, etc. Donc c'était quelqu'un connu. Je dirais pas, il était médiatique, super célèbre. C'était pas Thomas Pesquet, mais il était connu par la public et dans les milieux de journalistes. Il aime bien les médias. Hein, il répond volontiers aux interviews, même si parfois il faut un petit peu le solliciter longtemps. C'était le cas pour la jeune journaliste suédoise qui a essayé pendant des mois et des mois de l'approcher et qui a enfin eu cette chance, qui est devenue tout simplement une tragédie et une malchance. Il a une très haute idée de lui-même tout de même, Peter Madsen. Oui, c'est en effet l'image que nous avons maintenant. De nombreux rapports fait parler d'un homme qui brouillait avec tous ses collègues dans tous les groupes dont il faisait partie à l'époque, son groupe de fusée spatiale, son groupe de sous-marins. Chaque fois, il a rompu parce que c'était impossible pour lui de travailler avec les autres. Son ego était mis en avant tout le temps. C'est aussi quelqu'un qui habitait pendant une certaine période sur le sous-marin. Donc, dans un pays où c'est plutôt normal d'aller chez soi regarder la télévision le soir, lui, il faisait beaucoup de bruit. Camille Bavolert, il va vite changer d'avis, Peter Madsen, parce qu'il dit bon, je l'ai laissé sur la côte danoise et puis il s'aperçoit que ça marche pas. Et d'un seul coup, là, quand on le présente au tribunal où il est mis en accusation, il va dire ah ben non, finalement c'est un accident. Mais il en reste là pour l'instant. Oui, sa première version, c'est, je crois que la première version, oui, c'est quand elle a pris un coup sur la tête et donc elle est tombée inconsciente. J'ai essayé de la ranimer, il y avait plus rien à faire. Après, j'ai paniqué et il explique qu'il a jeté le corps à la mer pour faire une sépulture marine. Mais il se souvient pas d'où et les détails sont. Cette première version est déjà un peu confuse. Tout reste flou avec lui, effectivement. Le corps de Kim Wall va réapparaître et il va livrer un tout autre scénario. 21 août 2017, un cycliste qui roule sur une route déserte le long de la baie d'Amager, au sud de Copenhague, découvre sur la grève un buste de femme nue atrocement mutilée. Pas de tête, pas de bras, pas de jambes. Les poumons ne sont plus là. Grâce à l'ADN, les légistes établissent qu'il s'agit d'une partie du corps de Kim Wall, la journaliste suédoise. Peter Madsen continue à affirmer que sa passagère, tuée selon lui par la chute d'une écoutille qui pèse presque 80 kilos, était intacte quand il l'a jetée à l'eau. C'était un terrible accident. Kim baignait dans une mare de sang. J'ai posé mes doigts sur son cou, mais elle n'avait plus de pouls, répète-t-il. Son avocate, maître Bettina Engmark, réclame la libération de son client, mais les juges refusent. Le reste du corps est recherché. Un chien spécialisé dans la détection aquatique des cadavres est embarqué à bord d'une vedette. Au bout d'1 mois et demi, le chien marque l'arrêt à un endroit précis. 7 octobre. Après plusieurs plongées, les hommes grenouilles aperçoivent 3 sacs échoués à seulement une dizaine de mètres de profondeur. Tous sont lestés de poids de métal. Dans le premier, il y a la tête de la journaliste. Dans les autres, les jambes. Puis les vêtements, jupes, chemises, chaussettes, baskets. 13 octobre, les plongeurs remontent une scie.
puis les bras sont retrouvés. 30 octobre, 2 mois et demi après la tragédie du Nautilus, Peter Madsen change à nouveau de version. Cette fois, il raconte qu'il a trouvé Kim Wall inanimée à l'intérieur du submersible. Il affirme que la jeune femme a été intoxiquée au monoxyde de carbone. Madsen répète une nouvelle fois qu'il a paniqué. Il ne parvenait pas à extraire le corps de l'habitacle. Il l'a donc découpé pour le hisser sur le pont et le faire basculer. Il s'agissait selon lui d'une inhumation en haute mer, des funérailles, comme les pratiquent les marins. Un lieutenant-colonel de la marine danoise est chargé par le juge d'expertiser le Nautilus. Il ne détecte aucune trace de monoxyde de carbone. L'autopsie de Kim Wall révèle 14 plaies internes et externes sur le sexe de la victime. Un objet coupant, cutter ou couteau a été utilisé. Les blessures peuvent être assimilées à des actes de torture. Elles ont en effet été infligées alors que la journaliste était encore vivante. La tête n'a heurté aucun objet, comme le prétend le suspect. Les légistes ne peuvent pas se prononcer sur les causes de la mort. Strangulation ou décapitation. Ils écrivent que la victime est morte dans des conditions brutales et cruelles. Le procureur Jacob Busch-Jepsen est convaincu que Peter Madsen n'a pas été frappé par un accès de folie. Il est vraisemblable qu'il a prémédité son geste. Depuis quelque temps, il faisait le tour de femmes qu'il connaissait pour leur proposer une sortie. À bord du Nautilus, quelques heures avant le crime, Madsen a fait des recherches sur Internet avec les mots-clés « femme »,« décapitation » ou encore agonie. Dans son ordinateur et sur ses téléphones portables, les policiers ont retrouvé des dizaines de vidéos et de photos de femmes torturées, pendues, égorgées. Le capitaine du Nautilus aurait-il utilisé Kim Wall pour assouvir ses fantasmes les plus sordides ? 16 janvier 2018, la police annonce que le suspect est poursuivi pour homicide avec préméditation, relations sexuelles forcées et démembrement d'un cadavre. Et c'est sous ces chefs d'inculpation que Peter Madsen va devoir comparaître lors d'un procès. Les débats, témoignages à l'appui vont confirmer que l'accusé élaborait, sans doute depuis longtemps, un piège mortel. Nous allons voir dans les chapitres suivants comment la justice va aborder le déroutant cas Peter Madsen. Déroutant parce que effectivement il change toujours d'avis, cet ingénieur. Camille Bas-Vollert, vous êtes journaliste à l'AFP à Copenhague à l'époque des faits. Je le rappelle, vous étiez en Suède et vous avez suivi évidemment cette affaire avec tous vos confrères. Il livre plusieurs scénarios successifs, Madsen, et on s'y perd un petit peu. Le dernier, c'est le monoxyde de carbone, c'est ça, elle serait morte asphyxiée. Oui, ça c'est un scénario qui l'a un petit peu étoffé, mais qui a été celui qui l'a servi le plus longtemps. C'est d'autant plus déroutant que très vite il a été avéré que quand le sous-marin a été examiné, il y avait absolument aucune trace de gaz dans ce submersible. Donc il donne un premier scénario, un deuxième, et puis il ajoute des détails qui font toujours preuve d'incohérence, ce qui fait que, en fait, ce qui s'est passé dans cette soirée-là, personne ne saura jamais. Eh oui, parce qu'il était le seul témoin, et effectivement, on n'arrive pas à le suivre, Peter Madsen. Il essaie de brouiller les pistes en permanence. Alors toutefois, il y a quand même des attestations techniques, des découvertes, notamment celle de l'autopsie. L'autopsie, Camille Bas-Vollert, l'autopsie de Kim Wall, elle est épouvantable, parce que finalement, on ne sait pas si elle est pas morte décapitée. On va se poser la question. Alors malheureusement, la cause de la mort ne peut pas être établie avec certitude selon les experts. On parle soit d'un égorgement, soit d'un étouffement. Ce qui aussi complique la tâche des médecins légistes, c'est que le corps a été démembré et qu'on l'a retrouvé au compte-gouttes. Le torse, les jambes, la tête, et tout ça avec des détails qui étaient assez abominables, notamment pour la famille et les proches de cette jeune femme. Ce qui est certain, c'est que, par exemple, des sévices sexuels lui ont été infligés, notamment quand elle était encore vivante. Ah oui, ce qui est quelque chose que Madsen n'a jamais admis. Oui, c'est ça. Et ce sont des tortures, tout simplement, qui ont été infligées à cette jeune journaliste. Encore un petit mot, Camille Bas-Vollert. On trouve beaucoup de choses sur lui, dans son téléphone portable, son ordinateur. Il y a toutes ces photos de femmes torturées, enfin, etc., asphyxiées. Apparemment, il prenait plaisir à regarder tout ça en permanence, Madsen.
Oui, c'est des éléments que l'enquête révèle au fur et à mesure. Il fait l'objet de différents examens psychiatriques qui montrent qu'il a une sexualité morbide, que c'est un pervers extrêmement dangereux. Et c'était des informations qui, évidemment, n'étaient pas connues avant. Mais Madsen était célibataire, était connu pour avoir des relations nombreuses. Mais personne ne pouvait, évidemment, se douter qu'il avait des obsessions aussi macabres. Alors, Thor Keller, vous, journaliste danois, et que je le répète, correspondant pour le journal danois Information, et vous êtes basé à Paris, en France. On entend ce que dit Camille Bavolert sur cette sexualité un petit peu débridée. Au fil de l'enquête, on va effectivement s'apercevoir que c'est un libertin et que des femmes, il y en a beaucoup autour de Peter Madsen. Oui, depuis des années, il a fréquenté des clubs sadomasochistes au Danemark. Il y a plusieurs petits amis, plusieurs femmes qui parlent de lui, de son histoire. Il y a personne qui parle de la violence contre eux. Oui, c'est ça. C'est pas ça l'histoire qu'il a. Il a une histoire de cette sorte de sexualité particulière. Il y a aussi toutes les preuves dont vous parlez de trouver sur son téléphone, mais on peut pas établir qu'il a fait de la violence sexuelle avant. Oui, il a jamais menacé personne, c'est ça. Voilà. Ce que disent ces femmes, qu'il y a même des femmes. Moi, j'ai lu des témoignages où ils disent que c'était quelqu'un de sympathique, qui était assez doux et prévenant, et on pouvait pas imaginer qu'il ait fait une chose pareille. C'était absolument impossible. Je voudrais avec vous, Thor Keller, qu'on revienne un petit peu sur le sous-marin, le Nautilus. Alors à l'époque, c'est le plus grand sous-marin privé dans le monde. C'est parce que c'est vraiment un créateur, Peter Madsen, 38 tonnes, 18 mètres. Et ça devient une scène de crime. Mais il a coulé, ce sous-marin. Il a eu un accident. Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce sous-marin ? Mais dans le sous-marin, on trouve des preuves, même s'il est sous l'eau. On peut trouver des preuves qui aident à plus tard dans le process contre lui. La police a pu, avec des experts, trouver des preuves, même si il était sous l'eau depuis un certain temps. Et c'est lui-même qui a provoqué le naufrage ? Alors lui, il a dit, c'est un accident. Lui, il a dit c'est un accident, mais on trouve plus tard que c'est probablement lui qui a fait que ça se passe comme ça. C'est-à-dire qu'il voulait cacher son forfait et il voulait sûrement effacer des preuves, c'est ça ? Tout à fait. C'est peut-être un des seuls endroits où il a dit la vérité. Madsen, c'est qu'il était en panique et c'est pour ça qu'il a fait ça. Le capitaine du sous-marin va être jugé. Il encourt la perpétuité. Jeudi 8 mars 2018, Peter Madsen apparaît devant le tribunal criminel de Copenhague. Il plaide non coupable, il raconte avoir fait une mauvaise manœuvre à bord du Nautilus. Kim Wall, 30 ans, est selon lui morte asphyxiée au monoxyde de carbone. Il ajoute qu'il s'est longtemps abstenu de dire la vérité, tout simplement parce qu'il voulait respecter la douleur de la famille. Madsen n'a aucune réaction quand le dernier message de la victime à son petit ami est dévoilé. « Je suis toujours vivante, mais on plonge là », dit-elle en plaisantant. Il a même emmené du café et des cookies. « Je t'aime », ajoute-t-elle. Le procureur indique que le crime ne fait pas de doute. Après son sauvetage, Peter Madsen avait sur lui du sang séché de sa victime. C'est un homicide prémédité. Le capitaine avait emporté avec lui une scie, un poignard, des tournevis effilés, autant d'outils qui ont servi à tuer la journaliste. Parmi les 215 témoins questionnés par les enquêteurs, une ex-petite amie a communiqué à la police des textos intrigants envoyés par Madsen peu avant la tragédie. Il détaille un scénario imaginaire dans lequel un homme découpe une de ses amies en morceaux dans un sous-marin. Il voulait me faire peur, je ne l'ai pas pris au sérieux, déclare-t-elle. C'était une mort involontaire, répète Madsen. Son avocate plaide le possible accident. Les parents de Kim Wall, Ingrid et Joachim, restent interloqués. Ils attendaient des aveux, des explications, mais rien ne vient. Les psychiatres décrivent l'accusé comme un pervers polymorphe, menteur, sexuellement déviant, un homme dangereux qui peut récidiver et qu'il faut enfermer. 25 avril, le capitaine du Nautilus est condamné à la perpétuité. Peter Madsen paraît cette fois sonné, la tête baissée et les yeux mi-clos. 5 mois plus tard, le verdict est confirmé en appel.
Procès donc où Madsen reste arrimé à ses dénégations, une mort certes, mais une mort involontaire, une mort accidentelle. Camille Bavolert, journaliste de l'AFP à Copenhague, on peut pas le croire quand il donne ce scénario. De toute façon, il est tout seul à bord du bateau, il y a que lui qui peut dire ça, mais on peut pas le croire. Non, et puis il faut savoir que l'affaire a été hautement médiatisée. La police a communiqué en toute transparence, parfois avec vraiment force de détail. Les preuves sont accablantes, les témoignages des experts et même certains des proches de Madsen laissent, à vrai dire, peu de doute, mais face à cette vérité qui apparaît un peu aux yeux de tous, on a un homme qui est enfermé dans ses mensonges, qui ne veut parler que de lui et qui n'explique rien finalement. Oui, et il n'y a pas d'empathie, et vous dites le mot, Camille Bavolert, il ne parle que de lui. C'est vrai que il dit jamais un mot sur la victime finalement. Non, au début du procès, il a dit une phrase qui était assez ambiguë, comme quoi il était triste, il était un peu désolé, mais c'est vraiment, non seulement c'est pas des aveux, mais c'est pas vraiment des excuses, des excuses, c'est même pas le mot, mais il montre aucune empathie vis-à-vis de sa victime. Oui, c'est ça, et il est triste. Alors vous dites effectivement, il est triste, bon, mais enfin ça, il est triste, est-ce que c'est à la hauteur de ce qui vient de se passer, on n'en est pas sûr, et puis il est peut-être triste pour lui tout simplement, ce qui est encore plus effrayant. Tore Keller, vous êtes journaliste danois en poste à Paris. Alors, il dit c'était un accident, on a bien compris, voilà, c'est son scénario, l'asphyxie au monoxyde, il n'arrivait pas à sortir le corps, il a découpé, il a dépecé cette pauvre journaliste. Bon, voilà, ça c'est sa version. Mais tout de même, la préméditation, elle est flagrante. On voit tout de suite qu'il a tout combiné, qu'il a tout préparé. Presque depuis le début de l'affaire, c'est qu'il est coupable. Il n'y a personne d'autre qui a pu commettre cet crime. Donc, quand il est jugé, quand il est condamné, pour les Danois, c'est aucune surprise. C'est vraiment quelque chose qu'on attendait depuis des mois. Il est déjà jugé aux yeux des publics. Il est tombé effectivement de son piédestal. C'était quelqu'un, vous l'avez dit, très bien décrit, très connu. Et là, il n'est plus rien. Effectivement, tout le monde attendait cette condamnation. Un mot là-dessus d'ailleurs, parce que au Danemark, j'ai lu, mais c'est peut-être faux, que la préméditation c'est assez rare et que c'est un verdict qui est peu appliqué. Le fait d'être la perpétuité. Condamné à perpétuité, oui. Oui, ça existe sûrement au Danemark. La prison à vie, c'est tout à fait quelque chose qui existe chez nous. On a plusieurs personnes qui ont été condamnées à prison à vie et on a plusieurs personnes qui sont là maintenant en prison depuis plus que 30 ans. Même une personne qui est là depuis 38 ans. Donc la prison à vie, ça existe. Ce qui est vrai, c'est que on a le droit d'avoir une réévaluation de son... Oui, c'est ça. Il y a un suivi carcéral, c'est ça. Oui. Suivi, mais ça ne veut pas du tout dire qu'on a le droit de sortir. Après 12 ans, vous avez le droit de cette réexamination, mais c'est toujours, on regarde toujours la caractère de la crime et surtout, est-ce que la personne qui est en prison, est-ce qu'il pose toujours un danger pour la public? Pour la société. Pour la société. Pour la société. C'est d'ailleurs quasiment le même système qui existe en France, le suivi carcéral et puis l'évaluation des prisonniers. 2 ans après ces 2 procès, l'ingénieur va enfin commencer à raconter. 9 septembre 2020, la télé danoise diffuse la première partie d'un documentaire consacré au crime du Nautilus. Le journaliste Christian Lindman a interviewé pendant 20 heures au téléphone Peter Madsen depuis sa prison. À la question de savoir si le capitaine du sous-marin a bien tué sa passagère, ce dernier répond pour la première fois « Oui ». C'est ma faute, si elle est morte, dit-il, c'est ma faute, car j'ai commis ce crime, tout est de ma faute, il n'y a qu'un seul coupable, et ce coupable, c'est moi. Malgré cet aveu, tout en nuances, l'ingénieur reste sur la réserve, aucune information sur la façon dont serait morte la journaliste suédoise, pas de détails, même s'il dit se souvenir de chaque milliseconde de ce voyage. Peter Madsen laisse entendre que Kim Wall l'aurait soumis à une cascade incessante de questions trop directes. Il était alors en mauvaise posture dans sa vie professionnelle. Une interview qui aurait, dit-il, fait sauter des digues
C'est son expression. Benny Egezo, le demi-frère de Peter Madsen, est révolté par cette interview. C'est le comportement d'un psychopathe qui minimise sa faute et la reporte sur la victime. Ni plus, ni moins, affirme-t-il dans le journal Le Parisien. À son procès, Peter Madsen avait nié avoir dépecé le corps de Kim pour assouvir un épouvantable fantasme. Il n'y a rien d'excitant à découper un cadavre, avait-il assuré. Des aveux, ou plutôt des demi-aveux, dans cette interview qui va faire beaucoup de bruit au Danemark. Camille Bavolert, vous êtes journaliste à l'agence France Presse à Copenhague, vous connaissez parfaitement cette affaire. Il continue, alors il y a cette interview qui est un petit peu surréaliste, elle a été faite au téléphone depuis la prison, et il continue à cultiver finalement ses secrets, à jouer un petit peu avec les questions, voilà, à laisser en plan beaucoup de choses. Et finalement, on ne sait pas grand-chose de ce qui s'est passé dans le sous-marin. Non, on ne sait toujours pas. Ce documentaire qui a été beaucoup médiatisé comme des aveux de culpabilité n'apprend pas grand-chose, ne serait-ce que ça confirme que Peter Madsen, de sa prison, continue finalement à contrôler sa communication, contrôler ce qui se dit sur lui et à essayer d'avoir une présence médiatique. Et ce qui est aussi intéressant à noter, c'est que ce documentaire, il est diffusé quelques semaines ou quelques mois avant une tentative d'évasion de Peter Madsen. Oui, tout à fait. Qui va se produire. On en dira un mot à la fin de l'heure du crime. Mais encore un petit mot, Camille Bavolert. Il va même un peu plus loin, Peter Madsen, parce qu'il dit finalement, c'est cette journaliste, elle m'a énervé. En gros, entre guillemets, j'ai pété les plombs. Elle me posait des questions, j'ai pas supporté. Finalement, c'est pas de sa faute si tout ça s'est déroulé comme ça. Non, et c'est d'ailleurs un processus qui avait été révélé par les psychiatres. Il assume pas vraiment son crime. Il a un don pour rejeter la faute sur autrui et dans le cas précis là sur sa victime. Bien sûr. Il reconnaît pas il reconnaît pas le crime avec préméditation pour lequel il a été condamné. Tore Keller, vous journaliste danois. Il veut qu'on parle de lui finalement, Peter Madsen. Il n'y a que ça qui l'intéresse. Le reste, il s'en fout un peu. Du moment qu'on parle de lui, il est heureux. Oui, c'est un narcissiste total. Les trucs qu'il aime le plus dans ces mondes, c'est quand on parle de lui. S'il parlait français, je suis sûr qu'il était heureux quand on parle de lui maintenant. Oui. Et il essaye de cultiver l'intérêt public pour lui avec ses interventions comme ça et avec aussi des lettres qu'il envoie aux femmes, etc. Même pendant qu'il est en prison. Il continue. Il continue de faire ça aussi. Il vient d'être condamné il y a quelques mois là pour avoir fait ça. Il peut pas tolérer qu'on parle pas de lui, qu'il a pas de connexion avec le monde. Ah oui, donc il continue effectivement ses pressions et notamment avec ses femmes, puisqu'il était entouré beaucoup de femmes à une époque. Un petit mot de Tore Keller aussi. La famille de Kim Wall, la famille donc de la victime, elle va veiller à ce que la mémoire de Kim ne soit pas salie. Ça, c'était important pour la famille. Ben oui, il est extrêmement important de se rappeler que cette histoire n'est pas celle de Kim Wall. C'est l'histoire d'un tueur dépravé, malfaisant. L'histoire de Kim Wall, c'est une autre histoire. C'est une histoire d'un journaliste jeune, brillante, qui travaille partout dans le monde, qui est extrêmement bien formé et qui parle de cette histoire de gens qui sont pas bien dans la vie. Donc eux, ils veulent pas que l'histoire de Kim Wall est celle de la meurtre. Ils veulent que l'histoire d'elle, c'est sa vie. Et voilà, c'est ce qu'elle a fait dans sa vie. Ils veulent pas que, effectivement, elle soit salie, tout simplement. Exactement. Leur fille par ce qui s'est passé et par cet homme, Peter Madsen. L'inventeur va continuer à attirer l'attention en s'évadant de sa prison. Mardi 20 octobre 2020, Peter Madsen, armé d'un pistolet factice et portant une fausse ceinture d'explosifs, menace une psychologue de la prison de haute sécurité de Herstedvester dans la banlieue de Copenhague. Il réussit à quitter à pied le pénitencier avant de s'emparer d'une voiture qui passait par là, mais il va être très vite repris par la police. La surveillance du condamné est alors renforcée. Son contact avec le monde extérieur doit rester très limité, ne serait-ce que par respect pour la famille de Kim, indique l'administration pénitentiaire. La famille de Kim Wall veille sur sa mémoire. Dans le New York Times, son père raconte que sa fille cherchait toujours à connaître
l'histoire derrière l'histoire. Il y a des psychopathes et des prédateurs parmi nous. Ils sont souvent très charismatiques. Ce sont d'excellents orateurs. Ils manipulent facilement les autres. Vous êtes peut-être en train d'interviewer un prédateur. Je ne sais pas. Les psychopathes savent-ils ce qu'ils sont? Je n'en suis pas sûr. Et cette voix, eh bien, c'est celle de Peter Madsen dans une interview assez ancienne, et c'est quand même très étonnant d'entendre ce discours, parce que vous avez peut-être en face de vous un psychopathe, et effectivement, il s'est révélé être un psychopathe. Psychopathe qui s'ignore, ça, seuls les psychiatres pourront le dire, mais personne n'a réussi à aller jusque au fin fond de la tête de Peter Madsen. Camille Bas-Vollert, journaliste de l'agence France Presse à Copenhague, est en direct avec nous dans l'heure du crime. Alors là, on vient d'entendre Peter Madsen, évidemment, c'est sa face la plus sombre qu'il est en train de révéler. Il est en prison dans ce pénitencier de Copenhague, Peter Madsen. Il est toujours considéré comme ultra dangereux? Oui, alors il a été, depuis son évasion avortée, il a été changé de prison, il est dans une autre partie du pays. Et oui, évidemment, il est toujours considéré comme dangereux. Les psychiatres sont absolument unanimes, les risques de récidive sont énormes. Pour sa tentative d'évasion, il a été condamné à 18 mois, 20 mois de prison, je crois, ce qui d'ailleurs jouera un rôle quand et si il demande des remises de peine à partir de 2030. Ce qui est aussi certain, c'est que les mesures des sécurités des prisons ont été renforcés, notamment pour des personnages des prisonniers qui ont un profil extrêmement dangereux, comme c'est le cas de Madsen. Et les criminologues qui ont été consultés sur l'affaire ont demandé au personnel pénitentiaire d'être particulièrement attentif à tous les projets dits créatifs de Madsen, parce que c'était lui qui avait réalisé le pistolet, la fausse ceinture d'explosifs. Et là, évidemment, oui, parce qu'on reconnaît, vous avez raison de souligner ce détail, parce qu'il est important, Camille Bas-Vollert, parce qu'effectivement, on reconnaît là l'ingénieur qui est astucieux, donc on craint qu'il puisse à nouveau essayer de s'évader, parce qu'il ne supporte pas l'incarcération. Non, il trouve injuste en fait d'avoir peu de contact avec le monde extérieur. On l'a dit plusieurs fois, c'est un homme qui est extrêmement charismatique et qui attire beaucoup de groupies, si on peut dire. Et ce qui fait aussi que le Danemark a changé sa législation. Les gens qui sont condamnés à perpétuité maintenant sont notamment privés de correspondance amoureuse, si on peut dire, pour au moins les 10 premières années de leur peine. Ils ont aussi moins de droits aux permissions. Il faut savoir que Peter Madsen a été amoureux d'une jeune fille de 17 ans. Qui était complètement sous son joug. Et sous son emprise, bien sûr, oui. Exactement. Donc c'est pour ça que le Danemark a renforcé la législation dans ce domaine. Ben oui, Camille Bas-Vollert, là vous effectivement vous donnez des clés pour comprendre ce portrait très sombre de cet homme qui est toujours ultra dangereux. C'est en tout cas ce que disent les psychiatres. Tore Keller, vous êtes journaliste danois, correspondant à Paris pour le journal Information. Est-ce qu'il sortira un jour, Peter Madsen? C'est mal parti pour l'instant, mais... C'est très très mal parti. Qu'il y a une histoire comme le sien qui est si médiatisée, même si nous sommes un pays de l'état des droits, je pense que ça va quand même jouer sur le futur pour lui. Aussi le fait qu'il a été condamné encore une fois. Je pense que c'est pas quelqu'un qu'on va voir pendant des décennies. Je pense que ça va être le peine le plus dur pour lui, c'est qu'on arrête de parler de lui, c'est qu'on l'enterre le mal de Peter Madsen au fond de la mer avec son sous-marin. Bah oui, c'est effectivement le pire qui puisse lui arriver. Encore un petit mot, on va terminer cette émission avec vous, Tore Keller. Histoire qui a marqué le Danemark. C'est le pire des crimes qui a été commis dans votre pays.
Au moins, c'est le plus médiatisé et le crime le plus connu au Danemark, je dirais, parce qu'il arrive en 2017 où tout est complètement, on a tous les réseaux sociaux, chaque détail sort 2 secondes après, les mots ont été prononcés pendant le process. Je me souviens aussi de ma jeunesse où il y avait des autres cas aussi macabres que ce que c'est là, mais c'est sûr que c'est un qui reste dans la mémoire de tous les Danois. Ole Stobbe, le petit ami, a dit il y a rien qu'on peut apprendre de cette crime, il y a rien qu'on peut changer avec cette crime, mais s'il y a une chose à faire, c'est peut-être de penser un peu plus aux victimes, aux familles qui ont subi tout ça, et être sûr qu'on donne les informations à eux avant qu'on les donne aux médias. Penser aux victimes, effectivement, et c'est toujours important, on le répète assez dans cette émission, l'heure du crime. Merci beaucoup, Thor Keller et Camille Bas-Vollert, d'avoir été les invités de l'heure du crime. Merci à l'équipe de l'émission. Rédaction en chef Justine Vignot, préparation Marie Bossard, réalisation Jonathan Griveaux. Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime.